RMC. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze. Müller! Und das Tor! 1:0 für Deutschland, 12. Minute! Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Tor für Deutschland! RMC, After Allemagne. Jérôme Sillon. Salut à tous, merci d'écouter l'After Allemagne, votre nouveau podcast RMC. Chaque semaine, on vous emmène à la découverte des clubs, des joueurs et des histoires du football allemand. Pensez à vous abonner à la chaîne de l'After Allemagne pour ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de donner une note et de mettre un commentaire. Comme chaque semaine dans l'After Allemagne, j'accueille notre drôle de dame allemande, Polo Breitner. Wie geht's, Polo ? Es geht super gut. Bonjour mon cher Jérôme, bonjour tout le monde. Et notre invité aujourd'hui, il a évolué pendant 9 saisons chez les Loups de Wolfsburg où il est devenu une légende. C'est Joshua Guilavogui. Wie geht's, Joshua ? Alles gut, dankeschön. Ah, je vois que ton allemand est toujours présent, ça fait plaisir. Joshua, on va parler de ton actualité, de ton après-carrière, de ta fondation, de ton petit frère Morgan qui joue en Bundesliga et bien sûr de ton ancienne maison, le VfL Wolfsburg. C'est parti pour l'After Allemagne. Alors Polo, Ouais. ton choix musical du jour dans l'After Allemagne, explique-nous tout. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jimmy Hartwig, qui est un ancien international allemand, qui était noir, et c'était l'un des premiers joueurs allemands qui portait le maillot de la Nationalmannschaft, qui était noir. Et cette chanson, j'arrive toujours en avance. C'est parce que quand on voit l'évolution de la société allemande, le fait que Joshua avec les Lois puisse aller en Allemagne, etc., je trouve que c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passait dans les années 80 et aujourd'hui en 2024 où on en est dans le football allemand. Donc voilà, j'ai mis Jimmy Hartwig pour les anciens évidemment, c'est victoire, le grand tambour, 3 titres de champion d'Allemagne, la victoire en Coupe d'Europe des clubs champions en 1983 contre la Juve, et c'était un mec extraordinaire qui a fait du théâtre, du cinéma, de la musique, etc. Et il n'y a pas que le football dans la vie, comme il dit Jimmy Hartwig. Exactement, et Joshua, ça fait résonner en toi aussi tes engagements contre le racisme. On sait que c'est une thématique qui t'est très chère. Oui, forcément. Après, je ne connaissais pas le parcours de Jimmy, mais c'est sûr que c'est vraiment intéressant. Il a été l'un des pionniers, l'un de nos ambassadeurs en Allemagne. Donc c'est vrai que moi, en tant que joueur de couleur noire, c'est bien, je marche sur leurs pas, c'est eux qui ont pavé le chemin. Et ensuite, j'ai aussi la chance d'évoluer dans un club comme Wolfsburg où j'ai été capitaine pendant de nombreuses années et on portait aussi le brassard Vielfalt. Polo, tu dois savoir ce que ça veut dire. Donc pour la diversité, et c'était très important pour moi de représenter ces valeurs-là. Alors Joshua, tu as donc 34 ans depuis le 19 septembre, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, donc on te souhaite d'ailleurs un bon anniversaire. Merci. Joshua, où en es-tu ? Que deviens-tu ? Est-ce que tu joues encore au foot ? Est-ce que tu as encore envie de jouer au foot ? C'est des très belles questions que tu me poses parce qu'il y a une différence entre vouloir jouer au foot et si tu es heureux. Parce que la plupart des joueurs, comme l'a dit Polo, il n'y a pas que le foot dans la vie. Donc c'est sûr que moi, j'ai eu la chance d'être footballeur, j'ai eu la chance d'avoir une belle carrière, d'avoir coché plus de cases que je n'ai espéré. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je me pose des questions. Je sais que je suis fit, je me sens bien. Mais est-ce que je suis prêt mentalement à m'engager peut-être dans un club qui va jouer encore le maintien comme j'ai pu le jouer à Mayence. Peut-être qu'il va y avoir encore un changement de coach. Au début, tu arrives et tu viens avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie. Finalement, changement de coach, les résultats qui ne viennent pas. Donc, je me maintiens prêt physiquement et on va voir s'il y a une belle porte qui s'ouvre. Sinon, il va falloir penser à la reconversion. Et il y a beaucoup d'autres choses à faire. Comme tu l'as précédemment dit, moi, j'ai aussi une fondation qui me tient vachement à cœur. Il y a aussi mon petit frère qui est en train de faire son nom aussi en Allemagne. Donc, il y a pas mal de choses à aller voir, à aller visiter. Donc, je prends le temps. Mais tu n'es pas encore prêt à dire stop. Tu as toujours envie. Oui, j'ai toujours envie parce que ça reste quand même le plus beau des métiers. Mais je pense que tu as pu le voir aussi par certains joueurs. Il y a aussi une sorte de lassitude, de fatigue mentale qui est présente.
Je pense notamment aussi à Antoine Griezmann qui a arrêté récemment l'équipe de France alors il est l'un des éléments moteurs de cette équipe de France, et lui qui est beaucoup attiré aussi par l'Amérique, il aurait pu peut-être aussi envisager, bon peut-être pas aussi loin, mais peut-être aller au moins à la Coupe du Monde qui se déroulera au Portugal, Espagne et Maroc. Mais après, quand on prend de l'âge, on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui sont aussi importantes, et passer du temps en famille, préparer aussi l'après-carrière, ça peut être pas mal. Est-ce que tu as des contacts, est-ce que cet été, donc après la fin de ton aventure à Mayence, est-ce que tu as eu des contacts avec des clubs? On a parlé de la Major League Soccer aux États-Unis, de la Turquie. Je sais que les derniers mois, on avait parlé de toi également en Russie, en Arabie Saoudite. Oui, j'ai eu des contacts plus ou moins concrets, mais je n'ai pas eu le challenge ou qui fait vibrer mon cœur. C'est-à-dire que il y a aussi, oui, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect exotique, mais il y a aussi l'aspect où tu peux préparer aussi ton après-carrière pour voir un projet, peut-être ensuite intégrer l'organigramme d'un club pour pouvoir rester au bord du terrain peut-être et passer le flambeau. Mais j'ai pas eu ce que je voulais, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu me précipiter. Je prends le temps, comme j'ai dit, et on verra bien qu'est-ce qui se passera dans les prochains mois. Il y a aussi un nouveau mercato qui va s'ouvrir. Le plus important, c'est d'être sérieux, d'être aussi discipliné pour se réveiller le matin quand on n'a pas la pression de l'entraînement, et aller courir ou aller faire sa musculation. Et ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Polo, la saison passée à Mayence, c'était vraiment pas le bon contexte pour s'épanouir pour Joshua, hein. Ouais, mais Mayence, de toute façon, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'ils ne veulent pas forcément beaucoup dépenser. Le niveau de la Bundesliga est très compliqué. Et Joshua le sait, lui qui a disputé des barrages avec Wolfsburg après des qualifications en Ligue des Champions. Mayence, c'est compliqué en ce moment, et il y a toujours 20 joueurs, on va dire, de même niveau, mais qui ne sont pas mauvais du tout. Il faut trouver évidemment des possibilités de s'intégrer dans le 11. Et puis encore une fois, ça passe avec le coach, ça passe pas avec le coach, ça passe avec l'encadrement, ça passe pas avec l'encadrement. L'expérience de Joshua est extraordinaire en Bundesliga. Moi, j'aurais aimé qu'il joue évidemment un peu plus, mais si je me rappelle bien, tu as eu quelques problèmes physiques, si je me rappelle bien, des problèmes musculaires. Exact. Ouais, donc il y avait ça qui jouait aussi. Et ils se sont sauvés avec un nouveau coach qui a réussi à insuffler une nouvelle dynamique. Mais voilà, on sent que ça pourrait retomber cette saison, donc tout ça est compliqué. C'est quand même Mayence, qu'on le veuille ou non, et j'adore ce club, c'est quand même un club de seconde partie de division, de classement de la Bundesliga. Et pourquoi pas le Japon, Joshua Guilavogui, pour rejoindre ton copain Bafé Gomis? D'ailleurs, il me semble que vous étiez ensemble il n'y a pas si longtemps que ça. Exactement. On a passé une belle semaine ensemble avec Mohamedou Dabo et Yohan Benalouane. Donc ça faisait du temps depuis le centre de formation. Moi, je les avais connus en 2005, donc ça fait presque 2 décennies. Exactement, ça fait presque 2 décennies que nous nous connaissons. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce pays-là. J'ai rencontré aussi quelques coéquipiers de Bafé. Et il faut dire que Bafé, ce qu'il a réussi, même s'il n'a pas joué autant qu'il a voulu, il reste quand même un ambassadeur du Japon, comme il a été pour l'Arabie Saoudite aussi quelques années avant qu'il y ait le grand exode de grands joueurs. Donc c'est sûr que ça peut donner envie, et ça reste dans un petit coin de ma tête, oui. Bon, et donc tu parlais de préparer, de commencer à réfléchir à la suite. Comment tu l'imagines, la suite, une fois la fin de ta carrière de joueur annoncée? Tu l'envisages plutôt sur le banc de touche, plutôt à la direction sportive, plutôt comme agent de joueur? Je pense que je resterai, et j'en suis même sûr, je resterai sur le terrain. Parce que pour moi, là, il y a beau avoir des agents, des directeurs sportifs, la vérité, c'est le rectangle vert. Et c'est là aussi où je me sens le plus à l'aise. Donc pourquoi pas peut-être commencer à coacher chez les jeunes, ou à intégrer un staff pro et m'occuper aussi des jeunes de la réserve qui montent en pro pour travailler un peu plus spécifiquement après les séances. Mais je suis en train de passer mon CTP, mon Career Transition Programme avec l'UEFA, et c'est vrai qu'il y a pas mal de portes qui sont ouvertes. Et donc cette fondation, avant qu'on parle de Wolfsburg, de ton passage en Bundesliga, ta fondation, il y avait fin août à Toulon l'organisation d'un tournoi des moins de 11 ans en faveur de la fondation Joshua Guilavogui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui fait l'actualité de ta fondation et qu'est-ce que vous essayez de mettre en place ?
Tout d'abord, j'aimerais remercier Thomas Lebris. C'est la première personne qui est venue dans notre fondation dans un cadre humanitaire. Et c'est lui qui a eu l'idée aussi de faire ce tournoi-là. Donc, je voulais lui faire un petit clin d'œil. Et nous sommes une fondation qui existe depuis 2018. Donc, nous avons actuellement 23 enfants, 12 filles et 11 garçons, dont les plus grands ont 11 ans et la plus petite a 1 an et demi. Et ils sont nourris, logés et scolarisés. Voilà, donc on essaie d'être une famille, de leur apporter l'amour qu'ils ont besoin et surtout de leur donner une chance de pouvoir ensuite être scolarisés, savoir lire et écrire, sachant que la Guinée est un pays à plus de 80% analphabètes. Et ensuite, ça sera tous les challenges d'une vie d'homme et de femme. Donc, il va falloir qu'ils travaillent dur à l'école. Ensuite, il va falloir trouver un métier et plus tard, fonder leur famille. Voilà, et c'est donc une fondation qui a permis l'ouverture de cet orphelinat donc à Conakry, en Guinée. On parlait donc de la Bundesliga et de Mayence. Polo, que représente Joshua Guilavogui à Wolfsburg ? C'est une décennie quand même, hein. C'est pas n'importe quoi. Mais avant de parler de Joshua, moi j'aimerais présenter rapidement le club de Wolfsburg, parce que c'est un club très particulier en Allemagne. Souvent critiqué, évidemment, c'est un Werksclub, comme on dit, c'est un club d'entreprise. Et moi, à l'époque, dans les années 90, je vivais en Allemagne et j'ai vécu la montée de Wolfsburg en 1997 en Bundesliga. Et c'est un club qui, pendant une dizaine d'années, a végété en Bundesliga, donc on était loin un petit peu de ce qui se passait maintenant. Et il s'est passé quelque chose de très très important en 2007, c'est qu'il y a eu un nouveau PDG à Volkswagen, qui était Martin Winterkorn, et qui a décidé un petit peu d'utiliser cet astre mort qui était le VfL pour vendre plus de voitures en Allemagne, dans des régions bien spécifiques, etc. Et donc, il a décidé de faire monter en gamme le VfL Wolfsburg. Et c'est comme ça que Wolfsburg est arrivé champion surprise en 2009. Il y avait Dzeko qui joue. Moi, il y avait un joueur que j'adorais qui s'appelait Misimovic. Il y avait Benaglio qui a connu Joshua. Il y avait des joueurs comme ça. On a fait monter en gamme ce club. Et c'était un petit peu tout le temps comme ça. Et c'est dans ce contexte-là qu'arrive Joshua. C'est-à-dire c'est la deuxième génération de joueurs qui arrivent pour avoir des résultats. Et évidemment, Joshua gagne la Coupe d'Allemagne en 2015. Il y a cette qualification sous les ordres de Dieter Hecking en Ligue des Champions. Et il y a le super parcours de 2016 en Ligue des Champions. Et ça, si tu veux, quand je vois Joshua, le nombre de coachs à côté, le nombre de matchs qu'il a fait, parce que si je me rappelle bien, c'est plus de 250 matchs de bully pour Joshua, c'est quand même un parcours assez extraordinaire et une école de travail, j'ai envie de dire. En plus, moi, j'ai eu de la chance, comme j'habite Saint-Étienne, j'avais vu Joshua beaucoup plus jeune, entre guillemets. À l'époque, il envoyait que lui sur le terrain, d'ailleurs, à Saint-Étienne, à Geoffroy Guichard. Et donc, je me disais, mais il va faire une super carrière, etc. Donc, moi, je suis très content qu'il soit devenu international allemand. Et si tu veux, c'est une figure... international français. Oui, il aurait pu. International français, évidemment. Et donc, le fait que Wolfsburg puisse le récupérer de l'Atleti, c'était une excellente chose, en prêt, puis ensuite en achat ferme. Et donc, pour moi, il a marqué, évidemment, l'histoire de Wolfsburg de la dernière décennie, mais il faut bien comprendre le contexte de ce club de Wolfsburg. Et j'ai une première question, si tu le permets, Jérôme. Évidemment. Parce que, encore une fois, je dis c'est un club qui parfois est très critiqué, sauf quand il y a des résultats, mais ça c'est un grand classique dans le football allemand. Mais moi, donc c'est un petit stade, entre guillemets, 30 000 places. On parle évidemment de Finanzspritz en Allemagne, comme à Leverkusen, c'est-à-dire un peu de dopage financier, c'est-à-dire la piqûre financière de la multinationale qui aide le club à se développer, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas énormément de pression à Wolfsburg. Il n'y a pas assez de supporters. Le stade n'est pas toujours plein. Il n'y a pas, moi, je ne me rappelle pas avoir vu des grandes banderoles à Wolfsburg. Au Volkswagen Arena pour dire non, ça va pas, etc. Et donc moi je voudrais savoir, à chaque fois j'entends soit le directeur sportif qui est pas content, soit le coach qui est pas content. Et donc j'aimerais savoir, Joshua, quand on est un club un peu spécifique comme Wolfsburg, comment le groupe se motive? Est-ce qu'on se motive tout seul avec la qualité de l'effectif, ou comment ça se passe? C'est une belle remarque que tu fais, et c'est sûr que je me rappelle une fois, donc c'était en 2016, on joue en Ligue des Champions contre le CSKA Moscou, et il y a 10 à 12 000 spectateurs, donc un tiers.
Et même nous, on se dit, mais C'est attendez, dingue, on a cravaché pour en arriver là. Et maintenant, surtout que les matchs de Ligue des Champions, il faut les gagner à domicile parce qu'à l'extérieur, c'est très difficile, encore plus à Moscou, si tu vas jouer au mois de novembre et qu'il fait les moins 5, voire les moins 10. Donc, je pense que le plus gros problème, c'est qu'il faut savoir qu'à Wolfsburg, la plupart de la ville travaille pour Volkswagen. C'est-à-dire que ce sont des gens qui me font penser aussi à Saint-Etienne, ce sont des gens qui sont très travailleurs. Ça fait un peu penser à l'esprit de Saint-Etienne à l'époque avec la mine. Ben, Wolfsburg, c'est avec les voitures. Donc, vous avez aussi la règle des 3-8. Donc, il suffit que vous tombez un match où c'est le roulement. Donc, ça fait que même des personnes qui voudraient venir au match doivent aller travailler. Parce que la ville vit à travers Volkswagen. Et honnêtement, c'est un peu difficile quand on joue contre des top équipes. Et il y a le coach récemment qui s'en est plaint. Mais je peux vous dire que les supporters qui y sont, moi je les connais depuis une dizaine d'années, ce sont des vrais supporters. Donc ce sont des gens qui prennent leur argent, qui payent leur place, qui viennent au stage, qui viennent aussi au match à l'extérieur. Donc je pense que c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de public, mais au niveau des fans, ça reste quand même une belle culture. 9 ans donc à Wolfsburg pour toi Joshua, 265 matchs avec les Loups, 12 buts marqués, plus de 200 matchs de Bundesliga. Quel souvenir tu gardes de ce passage, de ce long passage de cette ère passée à Wolfsburg? Honnêtement, si j'avais un conseil à donner aux jeunes joueurs, c'est que ça passe extrêmement vite. Je me rappelle de mon premier jour où je suis arrivé, je me rappelle du dernier, alors qu'on parle d'une dizaine d'années, il y a eu, comme l'a dit Polo, il y a eu des hauts et des bas. Je suis arrivé à un moment donné où le club avait des ambitions de rester dans le top 4, de se qualifier chaque année pour la Ligue des Champions. Après, il y a eu le gros scandale avec Volkswagen aux États-Unis où ils ont décidé d'injecter un peu moins d'argent. Mais il faut savoir que dans le football maintenant, rien n'est garanti. On peut investir sur une grosse équipe et ne pas avoir les résultats. On peut au contraire avoir de petits moyens et faire de beaux résultats. On pense notamment au VfB Stuttgart qui il y a 2 ans a joué la relégation et l'année dernière s'est qualifié pour la Ligue des Champions et a installé un nouveau rythme. Donc honnêtement, la Bundesliga, c'est un championnat qui est très ouvert, qui est très intéressant. On peut voir le nombre de Français qui y vont et ensuite partent aussi dans les bons clubs en Première Ligue. Je pense notamment récemment à mon petit frère Maxence Lacroix qui a signé à Crystal Palace et qui est déjà titulaire et qui a déjà fait une passe décisive. Donc, je pense que c'est vraiment l'antichambre de la Première Ligue. Ouais. Et si on parle de meilleurs souvenirs, Polo parlait donc de ce fabuleux parcours en Bundesliga 2014-2015. Vous finissez à la 2e place, la victoire en Coupe d'Allemagne. Ensuite, la Ligue des Champions avec ce quart de finale face au Real où vous gagnez le match aller 2-0 à domicile. C'est quoi s'il y avait un souvenir, toi, qui t'a le plus marqué? S'il y en a un qui m'a le plus marqué, c'est assez compliqué parce qu'il y a pas mal de bons souvenirs. Il y a aussi la victoire à la Super Coupe d'Allemagne au penalty contre le Bayern. Mais je pense que si je dois parler, ça serait plutôt quelque chose qui est un peu tragique. C'est la perte de mon ami Junior Malanda qui est décédé en janvier 2015 à l'âge de 20 ans. Et il y a un match où on joue contre le Bayern de Munich. Moi, je suis blessé, donc je suis en tribune et on gagne 4-1. Et on sent qu'il se passe quelque chose dans le stade. Donc c'est pour ça qu'on dit que le football, c'est vecteur d'émotion. Et on sentait vraiment que cette harmonie-là, on a senti le public, les fans et l'équipe vraiment en symbiose. Et on a réussi à faire un super match. Et c'était une belle... un très beau moment passé en la mémoire de Junior. Ouais, on sent encore l'émotion dans ta voix, Joshua, évidemment. Il y a donc ce beau parcours sportif, ces 9 ans. Si on dit que c'était ta maison, Wolfsburg, c'est ça un petit peu? Oui, ça l'est toujours. Je suis en contact avec énormément de personnes, que ce soit dans le staff technique, médical, ou même voir les différents employés du club. Et je vais aller les voir jouer contre mon petit frère. Le 26 octobre, il joue à Sankt Pauli et ça sera avec plaisir de revoir les copains de la maison. Polo, il y a beaucoup d'entraîneurs que Joshua a côtoyé au VfL Wolfsburg. Ouais, ça c'est aussi une autre question qui m'intéresse parce que le problème de l'instabilité aussi de certains clubs de Bundesliga, y compris à Wolfsburg, tu as connu, si je ne me trompe pas, Eking, Glasner, Labadia, Kovacs, le Suisse Schmidt, Jonker le néerlandais, Van Bommel le néerlandais, Ismaël le français et Kofeld.
lequel t'a le plus marqué dans tous ces coachs? Rappelons pour nos auditeurs qu'il y a eu des longues périodes, entre guillemets, sur certains coachs, et d'autres, on n'en fait que quelques matchs. Bon, les plus longues, c'est Dieter Hecking, Bruno Labbadia et on va dire Oliver Glasner. C'est ça, je pense. Ouais. Déjà, je le dois aussi à Dieter Hecking, le premier coach que j'ai eu, parce qu'avec Klaus Allofs, ils se sont vraiment battus pour m'avoir. J'appartenais à un fonds d'investissement quand j'avais signé à l'Atlético Madrid, je ne le savais pas, fonds d'investissement portugais. Ils se sont vraiment battus pour m'avoir. C'est pour ça qu'on a fait au début 2 ans de prêt et ensuite un transfert. Donc Dieter Hecking. Après, il y a Labbadia qui m'a nommé capitaine, où on a réalisé une très bonne saison. Et juste après la relégation, on a terminé 5e, on s'est qualifié pour l'Europa League. Et je pense que l'entraîneur avec qui j'ai un lien le plus intime et le plus fort, ça serait quand même Niko Kovac. C'est bizarre, c'est une anecdote parce que c'est à travers lui, j'ai pas énormément joué, pas autant que je l'aurais voulu. Mais il m'a beaucoup parlé, il a compris l'homme que j'étais. Par exemple, lors des trêves internationales, il me laissait partir un peu plus tôt pour pouvoir me rendre en Afrique et aller voir mes enfants à la fondation. Et il m'avait aussi offert un bon rôle, donc de prolonger et ensuite d'intégrer son staff. Donc c'est sûr que humainement, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aussi appris sur le plan tactique avec lui. Et il a vu en toi peut-être le futur entraîneur que tu seras finalement, parce que j'ai lu ça dans la presse allemande. Niko Kovac, il a senti en toi tout de suite cette âme d'entraîner les autres. Oui, c'est comme j'ai dit, c'est arrivé à une période charnière de ma carrière où il va falloir penser à l'après. Donc j'avais fait 32 ans, j'allais sur mes 33 ans. Donc moi j'aspirais à beaucoup jouer parce que j'étais en forme et que je voulais démontrer mes capacités. J'avais un peu cet esprit revanchard après Bordeaux. Lui, il avait aussi des jeunes qu'il devait former, notamment Félix Admecha qui est maintenant titulaire à Dortmund. Donc il y avait une sacrée concurrence, mais il me disait: prends le temps, regarde, viens, je t'explique. Et moi, j'étais encore un peu tout feu, tout flamme et j'ai pas vu et su savoir ce qu'il voulait m'offrir. Donc, c'est pour ça que j'apprécie l'homme aussi. Alors, on l'a dit, plus de 200 matchs de Bundesliga pour toi, Joshua. Tu disais que c'était un peu l'antichambre de la Première Ligue. Qu'est-ce que tu as le plus aimé et qu'est-ce que tu as le moins aimé durant ton passage en Allemagne en Bundesliga ? Ce que j'ai le plus aimé, je pense que c'est l'ambiance des stades. C'est magnifique. Il y a les stades, les matchs sont à 15h30, donc le public vient. Ce sont des familles avec leurs enfants. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Polo connaît les Traditionsverein, c'est-à-dire que c'est vraiment le grand-père qui était fan. Ensuite, c'est le père, le fils et le petit-fils. Donc les stades sont toujours pleins. Vous pouvez aller jouer au Bayern de Munich ou à Dortmund qui a 80 000 spectateurs et aller jouer contre, par exemple, on va prendre un club qui vient de monter, St. Pauli, et le stade sera plein. Donc je pense que c'est ça qui m'a vraiment plu. Et honnêtement, ce qui m'a déplu, on va dire, peut-être le froid, la neige, mais sinon il y avait que des avantages et que des bons souvenirs. Et la nourriture, non ? Ah oui, non, la nourriture, même si ils aiment beaucoup la Wurst et tout, mais c'est vrai que la nourriture, c'est pas trop ça. Bon, ça c'est une question de goût évidemment. Un mot sur Morgan Polo qui fait donc ses débuts à St. Pauli cette saison pour sa première expérience à l'étranger, le petit frère de Joshua. C'est toujours compliqué de s'intégrer dans une équipe lorsqu'on est blessé. Heureusement, il vient de revenir à l'entraînement. Il a commencé à être titulaire en début de saison, malheureusement, St. Pauli, et c'est un petit peu logique par rapport au Kader, à l'effectif de St. Pauli, a eu des difficultés de s'adapter à la première division. Et malheureusement, j'ai envie de dire, St. Pauli a commencé à marquer des points lorsque le frangin n'est pas là. Et donc, il va falloir qu'il cravache, il va falloir devant qu'il réussisse à trouver, mais c'est toujours pareil. St. Pauli, c'est extraordinaire. Joshua vient d'en parler avec le public au Milan Tor et tout ça. Donc, il va falloir cravacher pour être dans le 11 de départ. Il va falloir, entre guillemets, et ça, c'est une expression qu'on utilise souvent, mais pour St. Pauli, c'est exactement ça, c'est mouiller le maillot. J'ai envie de dire, il a eu sa chance au début, malheureusement, et même s'il est revenu à l'entraînement, il doit retrouver sa place de titulaire, et je pense qu'il a tout à fait la qualité pour faire une saison plus que correcte avec St. Pauli. Ensuite, évidemment, c'est compliqué pour St. Pauli, c'est comme Holstein Kiel, c'est comme Bochum. N'envisageons pas des équipes qui peuvent jouer le milieu de tableau, voire l'Europe. Évidemment, on va se battre pour le maintien, donc je pense que c'est aussi une école de vie, et ça c'est absolument ce qu'il faut se mettre dans la tête. Joshua, quelle a été ton importance dans la signature de ton petit frère Morgan en Allemagne ?
Non, c'est pas. Bon, je l'ai conseillé. Et moi, ça fait des années que je lui disais, Morgan, viens en Allemagne parce que, au vu de tes qualités, tu vas briller, tu vas prendre beaucoup de plaisir et tu vas marquer des buts. Parce qu'il faut savoir que en Allemagne, c'est un jeu de transition. Donc, si on a un joueur qui est vraiment rapide devant, ben, on a toujours une chance de se créer des opportunités. Et ensuite, c'est lui, c'est par rapport à son travail. C'est vrai qu'il était allé à Lens et au début ça s'était bien passé. Ensuite, ça a été un peu plus dur alors qu'il avait fait une très belle CAN. Et maintenant, je suis content qu'il ait intégré ce club-là. Comme l'a dit Paolo, il a commencé en tant que titulaire. Il avait marqué son premier but dès son premier match amical. Après, ça joue un peu avec l'équipe. Je pense que maintenant, ils ont trouvé le bon système. Ils ont changé aussi de système de jeu. Et ça aussi, ça va aider Morgan. Mais on ne change pas une équipe qui gagne. Donc peut-être que maintenant, il va se retrouver sur le banc. Mais c'est la vie d'un attaquant. Il peut avoir 15-20 minutes de jeu, rentrer, marquer et être titulaire au prochain match. Donc je pense qu'il faut déjà qu'il se sente bien physiquement parce qu'en Allemagne, si on n'est pas bien physiquement, on ne peut pas briller. Et ensuite, il a toutes les qualités pour s'imposer, ça j'en suis sûr. Josué, est-ce que tu suis toujours la Bundesliga? Est-ce que tu regardes toujours autant les matchs? Est-ce qu'il y a une équipe qui te plaît plus? Est-ce qu'il y a un joueur qui t'impressionne particulièrement en ce moment en Bundesliga? Forcément, je suis mes anciens clubs parce que j'ai des amis là-bas. Donc, Wolfsburg ou notamment Mayence qui vont ce week-end jouer contre mon frère. Donc, c'est un très beau clin d'œil. Mais honnêtement, je suis plutôt à les équipes dans lesquelles j'ai joué. Après, je pense que cette année, ça sera un peu plus dur pour les Leverkusen de réaliser et de reperformer comme ils l'ont fait l'année dernière. Surtout qu'ils ont déjà perdu leur premier match. Mais il va y avoir une belle rivalité. Et en plus, il y a Vincent Kompany qui vient d'arriver au Bayern de Munich. Et c'est un nouvel entraîneur, un jeune entraîneur très dynamique aussi. Et je pense que ça va être vraiment intéressant. Ça sera certainement l'année la plus intéressante dans la Bundesliga. Après, je suis aussi Francfort avec Omar Marmouche, qui est un jeune que j'ai vu évoluer, que j'ai vu grandir aussi à Wolfsburg et qui est en train de briller de mille feux. Donc, je suis un peu de partout, oui. Tu parlais de Vincent Kompany, on a enregistré un podcast After Allemagne spécial Vincent Kompany, donc on vous invite à l'écouter, à le télécharger. Sur ton passage à Wolfsburg, sur le passage de Joshua à Wolfsburg, Polo, il en a côtoyé des grands joueurs, Joshua. Ouais, c'est ça qui est... Parfois, il faut reprendre un peu de recul et regarder un petit peu la liste des joueurs qui sont passés. Je vous ai parlé de Dzeko, il y avait Graffité, l'ancien Manso, qui était international. Donc, il y avait des internationaux brésiliens dans tous les sens, les internationaux allemands, évidemment. Moi, j'adorais Misimovic, le meneur de jeu à l'époque. Mais Joshua, il a joué avec un Belge, quand même, pendant 1 an, qui s'appelle Kevin De Bruyne. Il avait joué, moi je l'avais vu jouer évidemment à Brême avant, et je voudrais savoir un peu quelle était l'image qu'il garde de Kevin De Bruyne, parce que on savait que c'était un énorme talent. Je ne pensais pas qu'il pouvait atteindre ce niveau-là qu'il a obtenu à Manchester City. Et donc, quelle est l'image qu'il garde en dehors et sur le terrain du Belge? Sur le terrain, c'est un joueur qui aime prendre des responsabilités. Et c'est avant tout un compétiteur, on le voit. J'ai encore l'image en tête quand il se prend la tête avec Pep Guardiola. Et Pep Guardiola, normalement, quand on se prend la tête avec lui, on le sort. Mais il sait que Kevin De Bruyne est tellement important et la clé de son système de jeu. Donc, il accepte le fait que Kevin lui réponde et le laisse jouer. Et après, il fait une passe décisive où il marque. Donc, c'est avant tout un joueur très décisif. Très décisif. Donc, c'est-à-dire que même lorsqu'il fait un match moyen, qui est quand même un grand match pour la plupart des joueurs, il va être décisif. Donc ça, c'est la marque des grands joueurs. Et après, en dehors du terrain, je pense aussi que c'est... On n'a pas l'image... Vous avez certainement pas une très belle image de Oui, on le Kevin, trouve parce que plutôt c'est quelqu'un qui a hautain, pas... ouais. un peu arrogant, un petit peu hautain, et il dit il dit ce qu'il pense. Mais j'aime bien les joueurs comme ça, et j'aime bien les personnes comme ça, qui au lieu de réciter tout simplement ce que la plupart des joueurs nous allons dire, qui se cache pas, qui dit les choses, et dans le vestiaire, il a jamais eu aucun problème. C'est quelqu'un même de marrant qui fait des blagues, et vous avez pu le voir, si on fait autant de temps à Manchester City, dans l'un des meilleurs clubs au monde, avec une concurrence où il y a toujours de top joueurs qui arrivent et qui restent toujours en tant que titulaire et porte parfois le brassard, c'est-à-dire qu'il est très accepté dans le vestiaire. Et est-ce que c'est lui, du coup, le joueur le plus doué que tu as côtoyé chez les Loups, ou est-ce que ce serait un autre joueur?
J'en ai côtoyé un autre qui m'a vraiment impressionné, c'est Ivan Perisic. Il a tout ce que le footballeur a besoin. Donc, c'est-à-dire il a les 2 pieds, il est rapide, il est endurant, il est compétiteur. Il a cette rage qu'on les croite en eux. Et il a un superbe jeu de tête. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, il a eu des graves blessures et il s'en est toujours remis. Et là, il vient de signer au PSV. Donc, chapeau aussi, monsieur, finaliste en Coupe du Monde. Donc, lui aussi, un très, très grand joueur. Ouais, on aurait pu penser que tu nous aurais cité Julian Draxler ou des joueurs plus techniques, mais c'est vrai que Perisic, on prend. Draxler, c'est peut-être certainement le plus grand talent que j'ai joué. D'accord. Il est peut-être plus en tant que talent, peut-être même encore plus grand que les joueurs que je vous ai précédemment cités. Mais il a malheureusement pas, peut-être pas le mental, mais peut-être qu'il a brillé aussi peut-être trop tôt. Il a été champion du monde à 20 ans. Il a été professionnel à Schalke, dans le grand Schalke dès l'époque, à 16 ans. Ouais. Donc, c'est compliqué aussi quelquefois. Mais en tout cas, au niveau du talent, oui, c'est sûr qu'il fait partie du très, très, très haut du panier. Voilà, que des très très grands joueurs. Joshua, pour terminer, juste un petit mot sur l'actualité française. J'imagine que tu as aimé la remontée des Verts en Ligue 1, un peu moins aimé la descente aux enfers des Girondins de Bordeaux. Quelle est ton opinion sur ces 2 actualités ? Tout d'abord, par rapport aux Verts, je suis extrêmement content, surtout que c'est mon capitaine éternel, Loïc Perrin, qui est aussi à la manœuvre. Même s'ils ont perdu un match à Nice avec énormément de buts, il ne faut pas oublier que c'est une équipe jeune qui a pas beaucoup d'expérience et surtout qui se donne et qui, je pense, qu'ils vont réussir le maintien parce qu'ils ont un public avec un soutien indéniable. Et je suis content qu'ils aient pu ramener un point de Nantes. Et par rapport à Bordeaux, c'est très malheureux parce que c'est une ville magnifique, c'est un stade magnifique, c'est des supporters aussi comme Saint-Etienne qui vivent pour le club. Mais malheureusement, quand on joue avec le feu pendant plusieurs années, au bout d'un moment, on risque de se brûler et c'est ce qui est arrivé. Je voulais te demander un dernier mot sur Antoine Griezmann qui a annoncé sa retraite il y a quelques jours. Comment tu as vécu cette annonce-là ? Est-ce que tu as été surpris, touché, triste ? Triste non, parce qu'il a réalisé une très grande carrière. Moi, je l'ai connu ici en espoir et quelques sélections ensemble en équipe de France A. Mais je pense qu'il a... Vous savez, en France, on a ce petit problème, c'est qu'on a la mémoire un peu courte. Et les derniers matchs, il a été beaucoup critiqué alors qu'il a énormément donné pour la France. Il a fait briller aussi la France aussi à l'étranger. Il ne faut pas oublier que ça a été l'ambassadeur de la France en Espagne. Donc je pense que c'est aussi... Il veut peut-être partir avant que cette belle histoire d'amour entre lui et le peuple français se dégrade. Et chapeau monsieur. Ouais, chapeau, parce que nous on l'oubliera pas et ça reste peut-être un des 3 ou 5 meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Merci beaucoup Joshua Guilavogui d'avoir été notre invité dans l'After Allemagne. Merci, et puis on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. On te souhaite de retrouver un club ou en tout cas de t'épanouir dans ta future vie tout simplement. Merci beaucoup, au plaisir. Et on se tient au courant. Merci Joshua. Merci Joshua, merci Polo. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'After Allemagne. En attendant, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes et n'oubliez pas de donner une note et de mettre un commentaire sur les plateformes de téléchargement. Tchuss. RMC After Allemagne.